12. 2025, 4e année, jour 308 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous salue. Pour le rapport quotidien de la situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons une attaque dévastatrice contre une unité d'élite des forces armées russes. Un bref aperçu des discussions en cours aux États-Unis entre Trump et Zelensky. Et la réponse à la question de savoir pourquoi s'arrêter face aux drones n'est plus une solution, ainsi que bien d'autres choses. Pourquoi les soldats russes restent-ils souvent immobiles, comme un cerf pris dans les phares lorsqu'un drone fonce sur eux? On pourrait se dire « Hey, il suffit de s'enfuir, d'essayer d'esquiver, de lancer quelque chose contre le drone. Tout vaut mieux que de rester simplement immobile. » La réponse courte, c'est parce qu'ils ont compris bien trop tard ce que sont réellement ces drones et ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Avant la guerre, la direction russe voyait les drones vus à la première personne surtout comme des jouets. Même les drones commerciaux comme les Mavics étaient entournés en dérision par de nombreux officiers et les systèmes vus à la première personne encore plus. Des idées d'utiliser ces plateformes avec des charges explosives comme armes de précision existaient, non, mais étaient jugées irréalistes ou insignifiantes. Cette erreur d'appréciation a conduit la Russie à céder complètement l'initiative à l'adversaire. Je parle ici des premiers mois de la guerre en 2022. L'Ukraine, en revanche, a compris assez tôt que le prix, la demande et l'efficacité se rejoignent ici. Sans marché, les fabricants ne développaient ni caméra haute résolution, ni meilleure fréquence de transmission, ni moteur robuste pour les drones à usage massif. Ce n'est qu'à ce moment-là que la situation a changé brusquement, permettant soudainement des marges élevées, et en particulier les producteurs chinois ont commencé à améliorer massivement la portée, mais surtout la qualité d'image et la fiabilité. L'évolution technique a directement suivi la demande militaire. En résumé, cette immobilisation observée fréquemment côté russe n'est plus un réflexe. Par peur ou parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, mais c'est le résultat de mauvaises suppositions faites au début de la guerre. Beaucoup de soldats russes ont précisément appris ce comportement. À l'époque, on leur a dit que les drones servaient surtout à la reconnaissance. La réaction standard était de rester immobile, chercher un abri et se faire discret. Si tu restes immobile, on te voit à peine. Cette façon de penser vient d'une époque où les drones étaient rares, les munitions limitées, et une attaque de drone était l'exception. Celui qui restait immobile avait donc de bonnes chances de ne pas être remarqué, surtout avec les images à faible résolution et les pilotes de drones encore relativement inexpérimentés. Dans la réalité d'aujourd'hui, cela mène presque toujours au même résultat. Celui qui reste passif face aux drones aggrave le problème et le paie de sa vie. Aujourd'hui, en tant qu'opérateur de drone. D'abord, un autre drone a déjà signalé la présence de soldats, donc si le drone est là, on a été repéré depuis longtemps. Et deuxièmement, les pilotes de drones voient désormais tout en haute définition ou dans des formats d'images similaires, et plus comme avant, dans une version assez pixelisée, si on peut dire ainsi. Dans la nuit du 26. Le 26 décembre, des drones ukrainiens ont mené une reconnaissance puis attaqué des unités russes d'élite près de Beriansk, dans l'oblast de Donetsk. D'après des informations confirmées, les forces de la 14e brigade spéciale russe du direction principale du renseignement ont été touchées. C'est une unité d'élite du renseignement militaire russe, spécialisée en reconnaissance, sabotage et opérations spéciales. L'attaque a visé un poste de commandement ainsi que les zones d'hébergement de l'unité et a entraîné de lourdes pertes. Selon les Ukrainiens et selon les images, au moins 51 soldats ont été tués et 74 autres blessés. L'incident montre encore que même les unités de haut rang, réputées protégées à l'arrière, ne sont plus à l'abri des attaques de drones. Cela démontre encore l'efficacité de la coordination et du renseignement ukrainien dans l'analyse et l'emploi rapide des moyens d'action. Regardons du côté de Pokrovsk. Les Russes ont réussi à prendre complètement le contrôle de cette zone à l'est de Murad ainsi qu'au nord. Ainsi, la poche semi-encerclée se referme de plus en plus ici. Les combats continuent à l'intérieur, grâce notamment à des unités d'élite comme la 38e brigade d'infanterie de marine ou la 25e. La brigade de parachutistes, qui tient encore ici Mirad ou ce qu'il en reste. À Pokrovsk, la situation est similaire. Cette zone reste partiellement sous contrôle ukrainien et les combats persistent des deux côtés. Les autres routes sont déjà totalement sous contrôle russe. Les combats reprennent à Tarudinsky. Les Russes tentent de reprendre la ville. En même temps, ils essaient aussi ici de passer par Pokrovsk en direction de Brychin. Cependant, tout cela a échoué. Seuls les succès signalés concernent la zone en rouge foncé. J'ai réalisé aujourd'hui une vidéo très intéressante pour vous. Regardez-la à nouveau plus tard. Il s'agit en effet d'une arme de frappe chinoise camouflée qui paraît complètement inoffensive à première vue, mais qui ne l'est pas du tout en réalité.
Comme toujours, je mettrai le lien à la fin de la vidéo dans le générique. Vous savez que Trump rencontre aujourd'hui Zelensky. Comme souvent, il a fait juste avant ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il a rendu public qu'il avait de nouveau eu une conversation téléphonique avec Poutine juste avant. Dans son message, Trump écrit que la conversation avec le président russe a été, je cite, « bonne et très productive ». Et elle a eu lieu avant la rencontre avec Zelensky, qui doit se dérouler en présence de la presse. Trump s'est donc, une fois de plus, laissé donner quelques instructions ou menaces par Papa Poutine. Le problème n'est pas tant le contact en lui-même, mais plutôt le signal que cela envoie. Trump se présente à nouveau comme quelqu'un qui gère les deux camps, mais il parle encore une fois d'abord avec l'agresseur, puis seulement ensuite avec l'agressé. Il déplace ainsi visiblement l'équilibre des pouvoirs avant même la conversation, en faveur de Moscou. Le Kremlin a confirmé que Poutine et Trump ont échangé des vœux du Nouvel An et se sont accordés sur la création de 2 groupes de travail pour un éventuel accord de paix en Ukraine, l'un sur la sécurité, l'autre sur l'économie. Donc pour nous, cela signifie une pour les intérêts de sécurité de la Russie et non de l'Ukraine, et une selon la présentation russe. L'appel venait-il de Trump ? J'ai du mal à l'imaginer. Qu'il y ait des conséquences ou non, on retrouve le même schéma. Trump donne à Poutine la scène, la légitimité et du temps, avant même qu'on ait parlé avec l'Ukraine. Pour Zelensky, c'est encore une fois un mauvais signe, car des négociations où Moscou est déjà présenté d'emblée comme un acteur égal ne commencent pas de manière neutre, mais sont structurellement biaisées. S'ajoute ici une scène intéressante. Interrogé sur les attaques massives de la Russie contre l'Ukraine et le manque d'intérêt de Poutine pour la paix, Donald Trump a répondu de façon évasive et relativisante. Il a déclaré que Poutine était, je cite, « très intéressé par la paix » et a mis attaque russe et contre-attaque ukrainienne sur un même plan. Selon Donald Trump, cette appréciation n'était pas négative. Il a ajouté qu'il fallait probablement agir ainsi, selon ses propres mots, puisqu'il fallait bien faire la guerre. Son choix de mots sur les explosions dans les raffineries russes est particulièrement remarquable. Donald Trump a déclaré en substance que celle-ci ne venait pas du Congo, ni des États-Unis, mais peut-être d'Ukraine. Il a aussi précisé qu'il n'avait pas posé la question ni l'intention de le faire. Ensuite, il a réduit la situation à une simple description technique. Les deux parties font la guerre. Donald Trump occulte encore une différence essentielle entre l'agresseur et le défenseur. Les attaques russes contre les villes ukrainiennes, les infrastructures et la population civile sont rhétoriquement assimilées aux frappes ukrainiennes contre des cibles militaires à l'arrière du territoire russe. Cette attitude correspond à ce que l'on sait déjà de Donald Trump. La responsabilité était transférée, les causes BD sont brouillées et le rôle de Vladimir Poutine en tant qu'agresseur est en fait relativisé. L'Ukraine doit s'affirmer lors des négociations, tant militairement que politiquement, face à une situation initiale très déséquilibrée. Assez parlé négociations. Regardez la nouvelle vidéo sur le croiseur commercial chinois. Merci encore pour votre écoute et un remerciement spécial à l'Oberstleutnant Drennecke, Robert Ziller et Dietrich. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.